Au sommaire de ce journal, retour de la paix dans la partie est de la RDC. Selon plusieurs sources, les pourparlers de Doha entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 AFC évoluent dans la bonne direction. Dialogue inclusif en RDC. Monseigneur Donatien Chollet, l'un des initiateurs du pacte social pour la paix, a répondu ce vendredi aux critiques contre le projet de la SENCO-SCC. Les détails dans ce journal. Et puis nous irons au Sénégal où rien ne semble marcher ces derniers temps entre le chef de l'État et son Premier ministre. Ousmane Sonko s'indigne du silence du président de la République face aux poursuites judiciaires contre lui. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Les pourparlers de Doha entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 AFC se poursuivent au Qatar en vue du retour de la paix dans la partie est de la RDC. À en croire plusieurs sources, ces négociations qui se déroulent en présence des ministres congolais et rwandais de l'Intérieur évoluent dans la bonne direction. Et puis je l'annonçais au sommaire, dialogue inclusif en RDC. Monseigneur Donatien Chollet, l'un des initiateurs du pacte social pour la paix, a répondu ce vendredi aux critiques contre le projet de la SENCO-SCC. On a constaté que quand on est à l'opposition, on applaudit facilement l'Église et quand on est au pouvoir, on critique l'Église alors qu'elle reste au milieu du village. C'est ce qu'a déclaré Monseigneur Donatien Chollet. La vie des Congolais appartiennent à Dieu ou à César. Donc si la vie des Congolais appartient à Dieu et non à César, les églises, leur motivation principale, c'est le bien vivre du peuple congolais. Malheureusement, la vie du Congolais dépend aussi de la gouvernance du pays. Donc les églises ne veulent pas faire la politique. Les églises interviennent en politique pour garantir une bonne gouvernance qui permettrait aux Congolais de bien vivre parce que la vie appartient à Dieu. Est-ce qu'on est partisan? Je vous ai expliqué l'initiative des deux églises. Il s'agit simplement de créer un cadre que les Congolais se parlent, et y réfléchissent et trouvent un compromis dans le sens avec l'aide des scientifiques pour aider le pays à aller de l'avant. Est-ce que là, c'est pour ou contre quelqu'un? Il faut plutôt... Le problème, c'est au niveau de manipulation. Au niveau de manipulation. Donc, c'est une initiative... Si on avait un pacte, un document écrit, voilà le pacte, et que dans ce pacte-là, on donnait l'avantage aux uns par rapport aux autres, on aurait raison. Mais on n'a rien écrit. Ce sont eux-mêmes qui vont se parler et trouver une solution. Donc là, je crois que... Il ne faut pas vous laisser manipuler et constater que chaque fois, quand on est à l'opposition, on applaudit facilement l'Église. Quand on est au pouvoir, on critique facilement l'Église. Ça signifie que l'Église est au milieu du village. Ça signifie que ce sont eux qui changent de camp. Nous, on garde le cap. En santé, le gouvernement a fait le point sur le choléra en cours au pays. Sachez qu'à ce stade, 17 de 26 provinces sont infectées, 1601 cas enregistrés, dont 22 décès. À la population, le ministère de la Santé recommande de laver régulièrement les mains avec l'eau propre et du savon, boire de l'eau potable et éviter les déplacements non essentiels vers les zones fortement touchées. Par rapport au choléra, nous sommes à la 27e semaine de surveillance de cette maladie et nous avons déjà à peu près 17 provinces qui ont notifié des cas qui ont été confirmés ou des cas qui sont des cas suspects. Donc le premier chiffre que vous pouvez retenir, c'est celui-là, c'est qu'on a à peu près 17 provinces qui sont touchées. La deuxième chose, c'est que nous avons des provinces nouvelles, en fait, pour arriver à ces 17, on était à 14, c'est qu'il y a eu 3 nouvelles provinces qui sont la Chopo, la Mongala et le Kwilu. Ce qui fait donc qu'on est à 17 provinces. Et le Maïndombe plutôt. Nous sommes donc à 17 provinces avec le Maïndombe. Donc, cela veut dire que nous sommes en phase aiguë de l'épidémie qui est encore en train de monter.
Pour la ville-province de Kinshasa, nous sommes à 25 zones de santé. Kinshasa, c'est 35 zones de santé. Et nous sommes à 25 zones de santé qui ont notifié des cas confirmés. Il y en a 2 autres aussi qui ont notifié des cas, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas encore les inclure parce que nous sommes encore en train de faire le diagnostic. Mais il est à penser qu'on va être aussi donc à 27 zones de santé pour la ville-province de Kinshasa. En termes de nombre de cas au total, depuis que l'épidémie a commencé, nous sommes autour un peu plus de 33 000 cas qui ont été signalés, avec un taux de létalité qui est autour de 2% au niveau du pays. Cérémonie de la présentation du rapport décennal de l'École nationale d'administration de la République démocratique du Congo, un texte qui retrace les différentes réformes menées par cette institution durant les 10 dernières années. Regardez. 10 ans après, l'École nationale d'administration a présenté son rapport décennal de 2014 en 2024 dans une cérémonie qui a vu la participation du ministre des tutelles de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui a loué le mérite du conseil d'administration de l'ENA, qui n'a cessé de mener des réformes ces 10 dernières années. La célébration de ce 10e anniversaire est bien plus qu'un moment de commémoration. Elle est une occasion de reconnaissance, de projection, et je dirais même de remise en question. Ces documents proposent un bilan de l'institution et revient sur les temps forts et les actions significatives de ces 10 ans passés. Actuellement, l'ENA est organisée sous forme de processus. Chaque direction a maintenant des indicateurs de performance qu'elle pilote. Et l'objectif, c'est vraiment d'abord une conformité légale et réglementaire. Il faut se conformer aux exigences de la loi. Ensuite, la performance. On est dans une dynamique de performance. Et enfin, la satisfaction des parties intéressées pertinentes, nos élèves, nos apprenants et nos partenaires. L'État en premier, évidemment. Il y a eu quelques difficultés, mais globalement, il faut dire que le gouvernement n'a pas lâché son école nationale d'administration qui a recruté, comme je vous l'ai indiqué, 9 promotions, qui se prépare à lancer le recrutement de la 10e promotion. L'ENA RDC joue un rôle clé dans la réforme de l'administration publique, un secteur crucial pour répondre aux défis de la République démocratique du Congo. Le rapport décennal reflète 10 ans d'efforts pour former une élite administrative capable de conduire le changement dans un pays confronté à des enjeux complexes comme la croissance démographique, les conflits armés et la pauvreté éducative. Et puis le ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a effectué la semaine dernière une visite d'itinérance à la réserve de l'armée afin de s'enquérir du fonctionnement de la RAD. Il a, à cette occasion, rappelé la place qu'occupe la réserve armée de la défense auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le travail du numéro 1 de l'armée congolaise a été vivement salué par le coordonnateur national de la RAD. Regardez. À travers cette première visite d'itinérance à la RAD effectuée en début de ce mois de juillet par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita voulait s'enquérir du fonctionnement de la réserve armée de la défense afin d'en faire rapport à sa hiérarchie. À son arrivée, il a été reçu par le lieutenant-général Badiri Boulenda David, coordonnateur national de la RAD et son état-major. L'implication personnelle du VPM dans la mise en œuvre de cette structure a été vivement louée par le coordonnateur national de la RAD. Votre visite d'itinérance constitue non seulement un acte d'écoute, mais aussi un signal fort de reconnaissance envers la réserve armée de défense. Votre visite constitue pour nous un encouragement majeur à poursuivre l'œuvre de consolidation d'une armée nationale forte et professionnelle. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, la RAD, dans cette optique, reste disponible à s'inscrire pleinement
dans la vision de défense du territoire national. Après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé de la présentation des réalisations entreprises et accomplies par la RAD en RDC depuis sa création et les recommandations formulées par ses animateurs pour mieux assurer et atteindre les missions lui assignées, le VPM a rappelé la place qu'occupe la réserve armée de la défense auprès du chef de l'État. C'est ainsi qu'il m'avait instruit clairement de faire tout ce qu'il faut pour que cette structure soit fonctionnelle. Et nous avons déjà commencé petit à petit. Votre institution a une particularité que beaucoup de gens ne le savent pas. C'est à partir de la RAD que nous allons construire l'armée de la République démocratique du Congo. Après ces moments d'échange, Guy Kabombo Mwadianvita a fait les tours des bureaux pour voir dans quelles conditions les agents de la RAD travaillent. La journée s'est alors clôturée par une photo des familles. Dans l'actualité également, on dépose ce vendredi à Genève en Suisse des instruments de ratification et d'acceptation des 2 accords historiques de l'Organisation mondiale du commerce par le ministre du Commerce extérieur de la RDC, Julien Paluku Kaongia, au nom du gouvernement congolais auprès de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Regardez. Désormais, la République démocratique du Congo s'aligne comme tous les autres pays du monde derrière les règles établies par l'Organisation mondiale du commerce. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a, au nom du gouvernement congolais, déposé ce vendredi 11 juillet à Genève en Suisse auprès de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo, l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce et celui sur les subventions à la pêche ratifié par la RDC. Grâce à la ratification de ces 2 instruments historiques de l'Organisation mondiale du commerce, la RDC va bénéficier d'un accompagnement de taille de cette organisation qui régule le commerce international et la protection des ressources halieutiques va faire gagner à l'Afrique 14 milliards de dollars américains, a déclaré le ministre du Commerce extérieur. Je suis heureux de vous annoncer que la RDC a respecté toutes les procédures jusqu'à la ratification de l'accord sur les subventions à la pêche. C'est donc une joie immense que nous participons à la protection de tous les océans du monde. Nous sommes venus également déposer un autre instrument important, c'est celui de l'accord sur la facilitation des échanges. La ratification de ces 2 accords ouvre la porte à la RDC à bénéficier désormais de l'accompagnement de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la diminution du coût des échanges commerciaux, a ajouté la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce qui a remis à cette occasion une plaque à la RDC à faire valoir à toutes les réunions internationales comme ayant déjà ratifié ces 2 accords historiques de l'Organisation mondiale du commerce. Elle nous a remis une plaque qui démontre désormais que la RDC a ratifié les 2 accords. Et avec cette plaque, montre la face du monde que la RDC s'est alignée comme tous les autres États du monde derrière les règles établies par l'Organisation mondiale du commerce. À Genève, le ministre du Commerce extérieur était accompagné de l'ambassadeur de la mission permanente de la RDC auprès des Nations Unies, du secrétaire général au commerce extérieur, de l'ambassadeur Henri Nswana, point focal à la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, ainsi que de plusieurs experts. Après le décaissement de fonds pour le programme d'urgence de réhabilitation des routes et curage des rivières et cours d'eau à Kinshasa, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Kissaro, multiplie des réunions avec les structures sous tutelle pour s'assurer de l'avancement des travaux. Il tient à la bonne marche et surtout à la qualité des travaux dans son secteur. Alexis Kissaro Mouvouni, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a réuni autour d'une table tous les directeurs généraux et provinciaux des entreprises sous sa tutelle afin de faire le point sur l'évolution des travaux d'urgence sur toute la ville de Kinshasa. Le ministre d'État aux ITP, d'un temps ferme, a axé son entretien autour du suivi, du travail en synergie et de la surveillance des travaux afin d'obtenir des résultats escomptés à l'attente du gouvernement et de toute la population. Le directeur provincial de l'OVD a présenté son taux d'exécution. L'OVD, ce soir d'ailleurs, est en train de travailler au croisement de l'avenue Kabinda et Ouleri. Et nous pensons que demain déjà une bande sera
bétonné. Sur l'avenue Bakali, en son tronçon entre Bypass et Super Lemba, les travaux sont presque terminés. Les travaux sur l'avenue du Tourisme et ses contours étant sous la supervision de l'ACGT avancent à pas des géants, a précisé son directeur provincial. L'entreprise est suffisamment déployée sur terrain. La chaussée a été décapée, on a préparé la route pour recevoir le béton. Donc demain déjà, le bétonnage va commencer sur cette avenue. L'Office des routes, à son tour, a laissé entendre que les travaux de bétonnage vont démarrer incessamment sur plus ou moins 160 mètres sur l'avenue Bypass et d'autres tronçons. Nous allons amorcer des travaux de bétonnage sur la traversée de Bypass sur à peu près 160 mètres. Donc une bande sera fermée, une autre sera ouverte. Le bureau technique de contrôle, en sa qualité de gendarme sur le terrain, a dit suivre tous les travaux de près, même sans de cloche, aux représentants du secrétaire général aux ITP qui, pour lui, les travaux seront surveillés de près afin de ne pas outrepasser les instructions du ministre d'État, Alexis Guissaro. Précisant que ces travaux s'exécutent pendant la saison sèche afin de lutter contre les inondations lors de la saison des pluies à venir et à colmater tous les points à temps. On s'envole pour la province du Olomami. Après avoir visité la garde à vue du territoire de Kabongo, l'autorité du Olomami, Banza Mouloumé Marmont, a déploré les mauvais traitements des détenus ainsi que la mauvaise procédure de dossier par les instructeurs. Il a invité à cette occasion les services compétents à bien faire leur travail. Fitant de son séjour à Kabongo, le patron de la province du Olomami, honorable Banza Mouloumé Marmont, a visité la garde à vue de Kabongo où il a déploré les conditions de vie des détenus, la mauvaise procédure de traitement des dossiers par le magistrat et OPJ de ce coin. Nous sommes pendant la guerre. Pendant la guerre, on doit savoir comment partager cette justice-là. Parce qu'il ne faut pas que la population considère que nous sommes en train de la tracasser. Quand nous commençons à tracasser la population, nous envoyons cette population-là auprès de l'ennemi. Ça signifie que quand vous tracassez, vous êtes contre la politique du chef de l'État. J'apprends un papa là, arrêté par l'auditorat. Il a commis quel fait militaire? Puis l'auditorat l'arrête, vous demandez une vache. La vache en cours de route se fracture. Parce que la vache s'est fracturée, il faut que lui là loue la moto pour que la vache vienne ici. Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un à Kabongo si lui demander une vache? D'un temps fort, Banza Mouloumé Marmont, gouverneur, a sur place interdit le système de torture appelé le Kalmakiki. À la même minute, un chef coutumier arrêté arbitrairement a été libéré sur ordre du gouverneur bâtisseur. Vacances parlementaires, le sénateur Dani Kabongo Binene a été accueilli en héros à l'aéroport de la Loano. Une foule nombreuse des figures politiques locales et des militants enthousiastes ont salué son engagement constant. Lubumbashi, jeudi, à 14h juste, l'avion transportant le lit des élus, le sénateur Dani Kabongo Binene, a atterri à l'aéroport international de la Loano après un riche séjour à Kinshasa, où il a pris part à la session parlementaire de mars. Les sénateurs et les retours au Bercail pour communier avec sa base de Lubumbashi. Au bas de la passerelle, une délégation imposante composée de hauts cadres de l'UDPS, du FIDEC, de bourgmestres, ainsi qu'une foule en liesse l'attendait à la sortie de l'aéroport pour lui témoigner leur amour et la reconnaissance en tant que combattant de longue date. Une longue procession de plus de 2 heures s'est ensuite formée direction le siège de la Fédération de l'Union pour la démocratie et le progrès social de Lubumbashi 2 où l'attendait une autre marée humaine. Tel un père de famille, le sénateur a dans son adresse prôné la cohésion nationale, encouragé l'éveil patriotique et appelé les Katongais à éradiquer toute forme de tribalisme. Mon maombi est à chaque jour. Priez pour le président de la République. Les leaders ne sont pas nés chaque jour. Avoir quelqu'un comme Félix Tshisekedi, c'est un don particulier de Dieu. Amen. Si aujourd'hui nous perdons Félix, ça sera comme l'Israël avant Moïse. Ils ont fait plus de 400 ans en Égypte. Il fallait l'arrivée de Moïse pour que l'Israël soit délivré. Il fallait que Félix arrive pour que les Rwandais puissent comprendre
qu'au Congo, il n'y a pas seulement les femmes, mais il y a les hommes. Pas de repos pour le fer de lance de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga. Le sénateur Dany Kabongo Binene a promis de consacrer l'ensemble de ses vacances parlementaires à l'écoute de sa base afin de recueillir les desiderata des populations du Haut-Katanga. En partenariat avec l'entreprise TFM et la société civile locale, la commune de Fungurume, sous le leadership du bourgmestre intérimaire Aline Makiano, connaît un nouvel élan de développement accéléré dans les projets sociaux. La chef de l'exécutif communal était sur terrain pour identifier précisément les espaces destinés à l'implantation de nouveaux projets au bénéfice de la population de Fungurume. La dynamique de développement local prend un nouvel élan dans la commune de Fungurume, portée par le leadership affirmé de la bourgmestre intérimaire, l'honorable Aline Makiano Chilombo. En partenariat avec la société Teke Fungurume Mining, la société civile locale et son administration, la chef communale a effectué une descente de terrain, ce qui marque une étape décisive dans la matérialisation de plusieurs projets sociaux. Lors de cette visite, il a été question d'identifier précisément les espaces destinés à l'implantation des nouveaux projets au bénéfice de la population de Fungurume. Face aux préoccupations exprimées par la société Teke Fungurume Mining concernant les limites foncières, l'honorable Aline Makiano a apporté des éclaircissements et détaillés à l'aide des cartes topographiques, rassurant ainsi les parties prenantes sur la faisabilité des initiatives à venir. Cette démarche illustre la volonté ferme de l'autorité communale de moderniser Fungurume, longtemps en retard par rapport aux autres entités territoriales décentralisées. Dans la continuité de cette mission, la délégation s'est rendue sur la route Kasolondo pour constater l'état d'avancement des travaux du pont reliant les quartiers d'Ipeta et Mwelampende. À ce jour, les ouvrages sont pratiquement achevés, prêts à être livrés à la population. Par ailleurs, sur l'avenue Inamizi, les travaux de construction d'un second pont progressent à un rythme soutenu. Cet ouvrage permettra de franchir la rivière X, chose qui va faciliter la circulation et réduire considérablement les embouteillages sur la RN39, un axe vital pour la commune. Toujours à l'écoute des besoins de ses administrés, la bourgmestre intérimaire Aline Makiano se montre résolument engagée à traduire en actes concrets la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en matière d'infrastructures de qualité. Son action s'inscrit également dans la droite ligne du programme de développement provincial porté par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui soutient activement les initiatives locales contribuant à l'émergence de la province. Ouverture ce vendredi 11 juillet à l'Institut supérieur des arts et métiers à Lubumbashi des journées scientifiques. Les participants ont échangé avec plus de 11 orateurs sur le pouvoir et les dérives de l'intelligence artificielle en arts et métiers. C'est le président de la conférence des chefs d'établissement du Haut-Katanga, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba, qui a lancé officiellement ces assises qui vont se clôturer samedi par une exposition des œuvres réalisées par les étudiants. Pouvoir et dérive de l'intelligence artificielle en arts et métiers, opportunités et menaces, voilà le thème principal de cette 5e édition des journées scientifiques organisée à l'Institut supérieur des arts et métiers, Marie Auxiliatrice. Dans son allocution des bienvenus, le DG de l'ISAM, professeur ordinaire Abbé Norbert Mujinga, a précisé que l'objectif est de montrer et évaluer l'avenir des artistes dans le monde de la création et celui de l'innovation grâce à l'avènement de l'IA. Cette journée scientifique offrira un stimulant à explorer les avantages et les inconvénients de la cohabitation sous forme de contribution scientifique aux problèmes de la société. Réunir cette diversité des scientifiques aujourd'hui traduit la volonté de l'ISAM d'apporter une solution à cette
question. Ouvrant officiellement les assises, le président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU du Haut-Katanga et recteur de l'UNILU, professeur ordinaire Gilbert Kishiba, est revenu sur ce que devra être l'apport des LISAM face à la problématique de l'IA dans la société. En venant aux journées scientifiques, nous découvrons qu'ils ont le souci de réfléchir sur ce qui aujourd'hui constitue un défi majeur pour l'humanité, l'intelligence artificielle. Dans quelle mesure cela, comme étant une interpellation en même temps, peut être objet de réflexion et de conversation ici. Alors il faut escorter ça et nous sommes dans cette escorte. Le professeur Narcisse Kalinga, qui a animé la conférence inaugurale, s'est apaisanti sur l'intelligence artificielle et enseignement en arts et métiers, état des lieux, impact et politique qu'a des LISAM. De plusieurs exposés du jour, ceux du professeur Guy Keba. La Société nationale de loterie Sonal, du haut de ses 42 ans d'existence, continue d'impacter en République démocratique du Congo. Jeudi, un chèque a été remis aux gagnants de la course du vendredi dernier à l'agence de la Cité Verte. Le parieur a remporté plus de 53 millions de francs congolais. Avec la Société nationale de loterie Sonal SA, gagner est une réalité. Cette activité avec une ambiance hors pair pour honorer les parieurs qui a remporté la bagatelle somme de 40 millions de francs congolais lors de la course du vendredi dernier. En plus de cela, la Sonal SA lui a ajouté 13 150 800 francs congolais, ce qui lui a valu un total de 53 150 800 francs congolais remportés. L'heureux élu se nomme Alexis de l'agence des Cités Vertes de Mongafula qui dit être un parieur d'espoir. L'espoir fait vivre. Il ressort vainqueur de cette cagnotte et c'est, après vérification du tableau signalétique, il perçoit les chèques pour aller récupérer son argent à la banque. nazwi mbongo na nga na malembe eza kokota babilote nini te nazwi mbongo na malembe nyonso. La Sonal SA, disséminée partout en RDC, ne cesse de faire des Congolais des millionnaires et des milliardaires en francs congolais depuis l'avènement de l'ADG Claude Solange Tshibaka-Yoa. Chaque dimanche, il y a une cagnotte de 2 milliards de francs congolais et ce vendredi, 10 millions de francs congolais est mis en jeu, d'où l'appel du chef marketing Juvenal Nzulu aux Congolais de jouer au PMU et gagner. Aujourd'hui, c'était une grande cérémonie, c'est une habitude pour la Sonal. La Sonal a commencé il y a de cela plus de 42 ans d'existence, vous savez, dans notre pays. Et ici, on n'est pas fiable, surtout dans la matière de loterie. Et les gens vont vous fuir parce qu'on démasque facilement les farceurs. La Sonal SA, ayant le monopole d'organiser les jeux d'hasard et des pronostics, permet aux parieurs de jouer en ligne à travers sa plateforme le www.bet243.net et en téléchargeant l'application Bet243. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Sénégal où rien ne semble marcher. Ces derniers temps, entre le chef de l'État et son Premier ministre, Ousmane Sonko s'indigne du silence du président de la République face aux poursuites judiciaires contre lui. Lors d'une allocution virulente, le Premier ministre sénégalais a lancé de nombreuses piques contre le chef de l'État, dénonçant à mots couverts un complot au sein du PASTEF qui viserait à l'évincer. C'est une déclaration qui résume toute la tension d'une cohabitation institutionnelle ambiguë où Sonko estime n'est disposé ni d'une réelle marge de manœuvre pour gouverner ni du soutien franc du président. C'est le jeudi soir, lors de l'installation du Conseil national du PASTEF, que le Premier ministre Ousmane Sonko a pris la parole devant les militants de son parti. Son discours a pris les allures d'une mise au point ferme et directe à l'endroit du président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Le leader du PASTEF a laissé entendre de manière à peine voilée qu'il existe de profondes divergences entre lui et les chefs de l'État, notamment sur la gestion du pouvoir, les réponses politiques à apporter dans les contextes actuels. Ousmane Sonko a réitéré qu'à sa place, certaines situations actuelles ne seraient jamais tolérées, affirmant avoir demandé au président d'y mettre fin. Il s'est aussi plaint d'être la cible d'attaques sans riposte, contrairement au chef de l'État qui bénéficierait selon lui d'une protection immédiate. En rappel, la Cour suprême sénégalaise a rejeté le mardi 1er juillet un recours d'Ousmane Sonko qui contestait sa condamnation en janvier 2024 à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation.
Et puis cette question de la rédaction en plein 21e siècle, les dirigeants africains peuvent-ils encore accepter l'humiliation de l'Occident plus de 60 ans après l'acquisition des indépendances? Le sujet devrait la chronique fait débat 2 jours après le mini-sommet de Washington ayant réuni 5 chefs d'État africains, une rencontre teintée d'insultes indirectes et de propos lunaires de Donald Trump à l'égard de ses homologues. C'est une rencontre voulue par Washington pour resserrer ses liens avec les États africains dans une approche de coopération multiforme. Mais la polémique qu'elle suscite dans l'opinion publique internationale soulève des interrogations sur le respect des Occidentaux envers les dirigeants africains en plein 21e siècle. Entre insultes voilées, attitudes hautaines, paternalistes et irrespectueuses, les invités de Donald Trump ont quasiment subi une humiliation sans précédent. Donald Trump excelle en la matière. Il a félicité le président du Libéria, Joseph Boakai, pour le bon niveau de son anglais. Eh bien, merci. Vous avez un anglais si bon, un anglais si beau. Où avez-vous appris à le parler si bien? Où avez-vous étudié? Au Libéria? Oui, monsieur. Eh bien, c'est très intéressant. C'est un anglais magnifique. J'ai des gens à cette table qui ne le parlent pas aussi bien. Des propos qui pourraient passer pour commentaires aimablement condescendants, sauf que l'anglais est la langue nationale du Libéria. Pour beaucoup, le président américain a carrément insulté indirectement les dirigeants libériens à travers des propos jugés lunaires. Il a aussi exposé son inculture avec, en prime, une belle couche de racisme. La rencontre censée se focaliser sur des discussions commerciales et de sécurité autour de l'exploitation des minéraux a quasiment viré au dénigrement. Jusqu'à quand l'Afrique comprendra qu'il est temps de couper le cordon ombilical en vue de se faire respecter sur la scène internationale, les rapports de force étant en sa défaveur, le continent de Thomas Sankara et de Patrice Emery Lumumba doit prendre conscience de sa valeur pour exister sur l'échiquier mondial, dans une humanité où chaque peuple veut se replier sur soi-même. La rencontre de Washington était aussi destinée à contrer l'influence grandissante sur le continent africain de la Chine et de la Russie. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Retour de la paix dans la partie est de la RDC. Selon plusieurs sources, les pourparlers de Doha entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 AFC évoluent dans la bonne direction. Et puis, dialogue inclusif en RDC. Monseigneur Donatien Chollet, l'un des initiateurs du pacte social pour la paix, a répondu ce vendredi aux critiques contre le projet de la Senco-SCC. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et pendant ce temps au Sénégal, rien ne semble marcher ces derniers temps entre le chef de l'État et son Premier ministre. Ousmane Sonko s'indigne du silence du président de la République face aux poursuites judiciaires contre lui. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50. Samedi 18h, retrouvez le Club 50 et à 20h, la grande édition du journal avec Gaëtan Koubabourandi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.